Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Bienvenue sur Sud Radio, c'est un soir de demi-finale, c'est un soir de Toulouse Racing 92. C'est la fin de ce championnat. On approche de la fin de ce championnat et on attaque la meilleure partie, les demi-finales de ce top 14 qu'on va vivre ensemble avec le coup d'envoi 21h05 Toulouse Racing 92. Mais d'ici là, on va revenir sur toute l'actualité du rugby. On va parler de Grenoble, on va parler de Brive, de l'équipe de France. On va parler aussi de cette organisation de cette demi-finale du côté d'Anoeta. Et on est avec Quentin Cavanis. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un week-end de demi-finale. Impatient que ça démarre. Et ouais, on a hâte évidemment. Bonjour Zachary Pilon. Bonsoir Alexandre, tu l'as dit, c'est la meilleure partie de la saison qui commence. Les barrages la semaine dernière c'était bien sympa, mais c'était encore dans les stades des équipes du top 14. Là, terrain neutre, du soleil et on espère du grand rugby. C'est vraiment l'odeur des phases finales qui commence et c'est fantastique. Ouais, sur le hashtag La Radio du Rugby, les comptes Twitter Sud Radio et Sud Radio Rugby sont mobilisés. Et vous aussi sur YouTube, vous êtes désormais plus de 800 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup de nous suivre sur YouTube notamment. 800 000 en route vers le million, Quentin. Le million. C'est le prochain objectif. Bon, il y a 900 000 avant à passer, mais bon, clairement, le million est l'objectif. Le million est l'objectif aussi pour François Trio. Bonsoir François. Salut Alex, salut à tous. Le million de Comment quoi vas-tu? Le million, je sais pas. D'abonnés déjà. Le million d'abonnés. Va falloir faire. Bon, il n'y aura pas un million d'amoureux de rugby du côté d'Anoeta aujourd'hui, mais un bon 40 000. Ah oui, en tout cas c'est déjà quand même l'effervescence dans la ville magnifique de San Sebastián et sa concha. Voilà, c'est vrai qu'il y a un air de fête d'été et de phase finale donc pour ces deux demi-finales. Ce soir Toulouse face au Racing et demain La Rochelle UBB. Voilà, non c'est vrai, on va vivre ça sur Sud Radio et je pense qu'on va bien le vivre. Ouais, une des plus belles baies du monde, une des plus belles villes du monde, une des plus belles régions du monde, un des plus beaux stades du monde et une affiche de rêve. Voilà, c'est exceptionnel ce qu'on va vivre ce soir sur Sud Radio dans ce stade d'Anoeta. Et d'ailleurs, on vous pose la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Est-ce que pour vous, en tant que supporter, bien évidemment, est-ce que vous regrettez que les demi-finales de Top 14 soient organisées en Espagne, à San Sebastián? Dites oui ou non. Dites-nous du côté de la page Twitter Sud Radio Rugby. On va se poser la question. Il y a des arguments qui peuvent s'entendre des deux côtés sur l'idée de délocaliser à l'étranger, même si c'est très proche de la frontière, ces demi-finales de Top 14. On va retrouver dans un instant Philippe Spanghero. Philippe, bientôt poste commentateur avec nous. Il est là. Bonsoir. Salut Philippe. Comment ça va? Très bien, mais comme vous l'avez dit, je crois qu'on peut difficilement aller mieux vu l'affiche qui nous attend ce soir, le cadre magnifique. Et puis on en parlera, mais on attend un grand match de rugby forcément. Un très grand match de rugby. Et les pinchos. Les pinchos. Excuse-moi, pardon. Attention Quentin Cavanis. Les news, beaucoup de choses. Il faut être précis quand on parle à un mec qui a l'insigne du Pays Basque tatoué sur le bras. Bonjour Julien Thomas, comment vas-tu Jus? Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous, très bien. Dernier carré, les grosses équipes sont présentes et on va avoir un grand match, comme le disait Philippe, je pense ce soir. Pas trop de pinchos? Pinchos ou sangria ou les deux? J'y allais souvent. C'est vrai que San Sébastien c'est très agréable quand je jouais sur Pau. C'est pas très loin, 1h30. Donc les pinchos, là-bas c'est la capitale des pinchos, c'est magnifique. Ouais, on se régale, on s'amuse et on vit rugby du côté de Donostia. Les informations Quentin Cavanis, beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine et notamment en conférence de presse. Exactement, c'est une semaine de rassemblement pour le 15 de France avec un groupe de 27 joueurs appelés, un groupe qu'on évoquera tout à l'heure évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. En revanche, dans le reste de l'actualité, il ne fait pas bon être supporter grenoblois en ce moment après avoir manqué la montée en top 14 à 2 reprises contre Oyonnax en finale de Pro D2 et puis ensuite contre Perpignan en access match. En début de semaine, le club grenoblois s'est vu relégué en national par la formation régulation du conseil de discipline du rugby français pour des raisons financières.
financière. Ensuite, les dirigeants du FCG se sont réunis jeudi en conférence de presse. Ils ont assuré que l'argent nécessaire au maintien du club en Pro D2 sera injecté. Et face à la presse, les dirigeants grenoblois ont également annoncé un changement à la présidence du club. Fabien Gegenbacher, l'entraîneur grenoblois qui devait devenir président, ne le sera finalement pas. Et si jamais le club se maintient en Pro D2, ce sera Patrick Goffy, l'ancien président du club, notamment jusqu'en 2002, qui reprendra les rênes du club. Donc voilà, pas mal de changements du côté de Grenoble. En revanche, il y a un changement qui ne devrait pas se faire du côté de Montpellier. C'est le départ de Saint-André. Et oui, le club a annoncé que le manager resterait au club jusqu'en 2025, contrairement aux rumeurs de départ qui étaient évoquées au sujet de Saint-André. À surveiller quand même, hein. On surveillera ça de près. Les London Irish ne seront pas en Champions Cup, c'est désormais officiel. Les London Irish, qui ont fini 5e du classement de la Premiership, avaient été exclus de toute compétition officielle par la Fédération anglaise de rugby à cause de soucis d'ordre évidemment économique. Et les London Irish ne joueront pas non plus la Champions Cup la saison prochaine. C'est ce qu'a annoncé le PCR. Pas de Challenge Cup non plus pour les London Irish. C'est une situation qui va profiter aux Bristol Bears qui en finissant 7e était la première équipe non qualifiée pour la Challenge Cup et qui va du coup disputer cette compétition donc à la place des London Irish la saison prochaine. On va revenir vers le top 14 avec l'USAP qui est élu prix des places les plus chères du top 14 finalement, avec des abonnements individuels allant de 185 à 635 euros. Ça, c'était cette saison. Et figurez-vous que les prix vont augmenter la saison prochaine avec des tarifs la saison prochaine allant de 195 euros à 730 euros pour 13 matchs de top 14 et 2 challenges. Donc voilà, des abonnements qui vont augmenter de près de 15% du côté de l'USAP la saison prochaine. Et Alexandre, on va terminer avec une tension qui monte. On est à quelques heures maintenant et même à moins de... Oui, si, à quelques heures, c'est ça, on peut dire ça comme ça, des demi-finales de top 14. Et évidemment, la pression monte entre les différentes équipes et notamment en conférence de presse, à l'image de Lucu, le neuf de l'UBB, qui a annoncé qu'il n'a pas peur de La Rochelle. Et puis il y a aussi une rivalité qui est peut-être en train de se créer entre La Rochelle et Toulouse. Écoutez les réactions notamment du manager rochelais Ronan O'Gara suite à des propos tenus par Hugo Mola en conf de presse. Je ne suis pas jaloux des gens. On a souvent été un peu l'épouvantail pendant quelques temps. Aujourd'hui, c'est La Rochelle. Mais après, parler de La Rochelle aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand même la demi-finale et le Racing. La vie de Hugo Mola sur l'équipe de Stade Rochelais, l'environnement de Stade Rochelais, c'était pas intéressant dans le passé, c'est pas intéressant dans le présent et c'est pas intéressant dans l'avenir. Ok, je joue contre Bordeaux demain. Il y a tellement de choses à discuter. C'est pas possible. Le nom Hugo Mola est dans la discussion. Merci. Merci beaucoup Quentin Cavani, ce montage à l'instant de Zachary Pilon. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle info vous retenez parmi... alors Brive, on l'évoquera plus tard, l'équipe de France aussi, au choix. Grenoble, danger de mort ou simple avertissement, c'est la première question qu'on peut se poser. Le deuxième choix, c'est la passe d'armes, quelque chose qui est en train de se créer entre Mola et Ronan O'Gara, comme on vient de l'entendre à l'instant. Et puis aussi bien une troisième proposition, Perpignan, le stade le plus cher de France, avec des abonnements qui peuvent aller jusqu'à 800 euros l'année. On est sur des prix façon Parc des Princes. Quelle actu vous retenez? Laquelle attire votre curiosité? On commence par toi, Julien. Mais moi, tout simplement, c'est pour l'avoir commenté toute la saison ensemble, c'est la Pro D2 et cette équipe de Grenoble qui a été constante et seconde du championnat, qui a su changer un petit peu d'objectif par rapport aux saisons précédentes et qui se retrouve peut-être finalement en fin de saison à jouer les phases finales et à monter. Et on apprend que peut-être même relégable national. Donc j'ai été totalement surpris de cette info. Pour moi, c'est une info qui a été marquante de cette semaine. Philippe Manguero, quel est ton avis, quel est ton choix? C'est le même que Julien, c'est une information importante. Encore une fois, on laisse cette équipe grenobloise sur le palier du top 14 avec une équipe qui nous a quand même enthousiasmé cette saison sur le plan sportif. On pensait que tout allait bien du côté du FCG. J'ai fait une chronique il y a quelques semaines seulement sur les budgets, l'économie de ce barrage en disant que le FCG était l'ogre de cette Pro D2 avec presque 14 millions d'euros de budget. On pensait que tout était plutôt sain du côté du FCG et on se rend compte que c'est pas le cas. Je suis assez pessimiste pour tout vous dire sur la situation du club à date. Voilà.
Ouais, et on pense à Fabien Gegenbacher qui se préparait à être président. C'est quand même, il subit quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé jusque-là. Il en prend plein le visage là. C'est quand même pas très cool pour lui. Il passe d'entraîneur finaliste à plus rien, alors qu'il devait être président. C'est quand même particulier. Il était un peu au courant et il sentait un petit peu le vent qui allait tourner dans ce sens. J'espère, Julien, j'espère. Je pense pas qu'il soit surpris comme nous en ayant appris le lundi matin. Et ce qui a été évoqué en conférence de presse par Patrick Beaufils, donc qui devrait, si jamais le club est sauvé, reprendre les rênes du club, c'est qu'il ne voulait pas lancer Fabien Gegenbacher dans un club en difficulté comme première expérience en tant que président. Voilà, c'est ce qui a été évoqué évidemment en conférence de presse. Après, est-ce que c'est la réalité des choses ou est-ce que Patrick Beaufils a envie de se replacer à la tête de Grenoble? C'est une autre histoire. Une façon de dire, il a peut-être pas les compétences encore, ou j'en sais rien, mais voilà, c'est quand même un peu embêtant. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Quentin? Est-ce que tu es plus sur le fait que Perpignan soit le stade le plus cher, enfin Aimé Giral, le stade le plus cher de France, ou tu retiens cette petite passe d'armes entre Hugo Mola et Ronan O'Gara, cette séquence que nous a montée Zachary Pilon? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, je vais retenir la petite passe d'armes O'Gara, Mola. Bon, alors après, on sait que les deux ont tendance à toujours se faire des amis avec les entraîneurs adverses, mais voilà, ça pourrait être l'affiche de la finale. En tout cas, c'est peut-être les deux favoris. Et donc, si la pression commence à monter, ça peut être très sympa. Et donc, ça donne envie de voir la suite. En tout cas, moi, ça m'amuse un peu, quoi. Voilà, ça me donne envie de voir. Oui, non, mais c'est très intéressant. Ça ne vous choque pas que Perpignan soit le stade le plus cher de France? Aucun souci là-dessus? Il en faut un, mais des abonnements à 800 €. Voilà. C'est assez intéressant quand même d'analyser ça. On sait que c'est quand même une relation particulière entre son club et sa ville et son territoire. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette équipe, et donc c'est vrai qu'on voit aujourd'hui quelque part que la réalité d'un modèle économique à Perpignan ou quasiment, et qui existe justement grâce à ses partenaires, parce que on le répète, mais le socle de l'économie des clubs, c'est ses partenaires, et les partenaires, ils interviennent à plusieurs niveaux. Ils interviennent en affichage, en association d'images sur les maillots autour du stade et en relations publiques, et on sait à quel point l'enjeu de relations publiques est majeur dans notre sport, et là on voit que clairement avec cette augmentation de prix, ce sera le socle de l'économie de l'USAP la saison prochaine. Et avec évidemment donc cette news autour des prix d'Aimé Giral pour l'USAP la saison prochaine de 195 € il me semble, à plus de 800 l'abonnement à la saison. On est en direct de Saint-Sébastien, de ce magnifique stade à Noëtan. On va revenir dans un instant sur Sud Radio. On va prendre la direction de Brive. Brive avec un exode, pourrait-il être fatal? Près de 20 joueurs vont quitter la Corrèze. Quel est le projet en Pro D2? On en parle dans un instant avec vous au 0826 300 300 et avec Benjamin Pommier, journaliste de la montagne en charge du CA Brive Corrèze Limousin. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Et toute l'équipe Sud Radio Rugby avec Philippe Spanguero en direct d'Anoeta à Saint-Sébastien, à un peu plus d'une heure maintenant du coup d'envoi de la première demi-finale du top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92. On est avec Julien Thomas, avec François Trio, Quentin Cavani, Zachary Pilon et vous au 0826 300 300. On va évoquer Brive qui a terminé sa saison, mais qui a commencé l'heure du bilan, puisque il va y avoir une vingtaine de départs du côté de Brive, avec un effectif qui va être complètement remodelé. Bonsoir Benjamin Pommier. Salut Alex, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Journaliste à la montagne en charge du CA Brive Corrèze Limousin. Le bilan a commencé avec une conférence de presse il y a quelques jours maintenant. Le bilan, on voit Simon Guillam, on entend Simon Guillam notamment expliquer les raisons de cette saison noire. Ouais, plus que les raisons, c'est surtout un constat qui a été dressé par Simon Guillam et Xavier Ric, le directeur général du club. Un constat, un échec, évidemment, un échec cuisant. Le CAB termine dernier du top 14, avait pourtant sur le papier l'une des plus belles lignes arrière qui était possible d'avoir à Brive. De mémoire, on n'a pas su souvenir d'avoir autant de joueurs avec autant de qualité à chaque poste, mais ça n'a pas pris. La faute évidemment à une saison dernière ratée
2021-2022. On rappelle que Brive s'est maintenu à la dernière journée dans un match particulier au Stade Français. Il n'y a eu que 4 semaines pour préparer cette saison 2022-2023. Jérémy Davidson a été remercié, limogé, vous le tournez comme vous voulez, mais ouais, c'était une saison bien pourrie en fait, à tout point de vue. Ouais, une saison pourrie, un petit état des lieux du marché des transferts qui va s'organiser. Alors il y a encore beaucoup de changements à prévoir du côté de Brive, mais pour l'instant on avait noté 4 arrivées, Jackson Garden-Bachop, Julien Blanc de Castres, Issa Mamel de Nevers, Adrien Pellissier de Clermont, un joueur du Racing devrait arriver probablement aussi pour la saison prochaine, un Fidjien si je me trompe pas. Et du côté des départs, Secciarelli, Yaparidze, Matou, Dufour, Zafra, Kunavola, Paolos, Papali, Bruni, Abadi, Bédou, Sanga, Abadi encore, Paul et Esteban, Nico Sanchez, Enzo Hervé, Tuikouvou, Muller, Bitouniata, Tirfort, Jurand, énormément de départs. Il y a aussi des joueurs qui sont partis en cours de saison, Aiden Thompson-Stringer, Melino Vanay, ça fait quand même beaucoup. Comment expliquer cette vague de départ? Est-ce qu'on peut avoir peut-être des premiers éléments? Est-ce que c'est une non-adhésion au projet? Est-ce que c'est la méthode Colazo? Quelles sont les pistes évoquées, Benjamin Pommier de la Montagne? Il y a plusieurs choses là-dedans dans les 21 joueurs que tu cites, Alex. Il y en a 4 ou 5, on va pas les nommer, mais qui ont pratiquement pas joué de la saison. Alors effectivement, numériquement, comptablement dans l'effectif des GIF, ils étaient là, ils ont fait quelques feuilles de match. Donc sur 21, tu peux en enlever 4. Après, il y a des joueurs effectivement qui rentraient pas dans le projet. Andrés Zafra, Enzo Hervé, Patrice Colazo avaient fait un choix fort. Il leur a clairement annoncé qu'ils ne comptaient pas sur eux la saison prochaine. Donc ces joueurs-là ont eu le temps de se retourner, de trouver des clubs. Et puis il y a des joueurs qui s'étaient, on va pas les citer, mais qui s'étaient plus ou moins engagés en interne, qui avaient donné leur parole il y a quelques semaines pour dire on sera là, on sera en Pro D2, on veut participer à la reconstruction. Et puis qui finalement, dans les derniers instants des transferts, ont choisi d'aller voir un petit peu ailleurs. Alors bon, le club aussi s'en sort pas trop mal parce que va faire des vraies économies en termes de masse salariale. C'était des joueurs qui étaient sous contrat moyenne, longue durée. Donc voilà, il y a un peu des deux. Il y a pas mal d'incertitudes. Des joueurs sont partis parce qu'il y avait des incertitudes autour de la direction, autour du staff. On ne sait toujours pas officiellement qui sera l'entraîneur des 3/4 du CAB. Le CAB reprend l'entraînement le 1er juillet. Donc ça fait partie des zones d'ombre. Et puis, il y a des joueurs qui ne rentraient pas dans les plans et d'autres qui ne voulait pas laisser passer le train du top 14. On peut imaginer effectivement un joueur comme Esteban Abadi. Bien sûr, bien sûr. Rester. Le club a fait une très belle proposition. Voilà, on peut clairement le dire. Le club a vraiment fait l'effort de garder un joueur, voulait reconstruire avec Esteban Abadi, mais le train du top 14 passe une fois et pour ne citer que lui, voilà, il voulait pas laisser passer cette opportunité. Ouais, c'est peut-être même le train de potentiellement de l'équipe de France pour Esteban Abadi. Au 0826 300 300, William nous appelle. Bonsoir William. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir William. Auditeur spécialiste de rugby bien évidemment, bon connaisseur du club briviste. Quel est ton regard sur cette saison du CAB? Le regard sur la saison, il y a énormément de gâchis parce que quand on regarde l'équipe, eh bien on se rend compte qu'on n'était pas moins équipé que peut l'être Pau ou Perpignan. Et voilà, moi ce qu'on regrette, c'est qu'on a eu l'impression vraiment que les choses échappaient aussi bien aux instances dirigeantes qu'au staff sportif. On savait pas trop où on allait. On a l'impression que on oubliait un petit peu la culture briviste. On a vu cette discussion sur une autre équipe il y a quelques semaines à la radio avec vous. Là, c'est ce même principe. On s'est un peu oublié. Il y avait une stratégie qui était très claire sur les dernières saisons, alors qui faisait peut-être pas rêver, mais qui fonctionnait, qui était d'être intraitable à domicile, de baser le jeu briviste sur une grosse conquête, sur l'agressivité, quitte à avoir un volume de jeu moins important que les autres, mais c'est pas grave, puisque si ça correspond à ce dont on a besoin. Et voilà, là, je regrette un petit peu parce qu'on s'est oublié et il y avait vraiment autre chose à faire cette année. Et là, la priorité, elle est, selon moi, avant de parler de recrutement, de qui sera l'ouvreur, de qui sera le décisionnaire du jeu, c'est voilà, qui sommes-nous, quelle équipe on veut être, est-ce qu'on veut gagner, est-ce qu'on veut séduire, et puis une fois qu'on aura décidé cela, simplement de dire comment on y va et puis avec qui. Mais déjà de savoir aujourd'hui le CA Brive, quelle image le CA Brive veut donner, quel jeu veut-il proposer, et est-ce qu'on veut gagner pour remettre de la confiance immédiatement auprès d'un groupe qui a beaucoup souffert. Voilà, on sait que c'était compliqué aussi au sein de l'équipe
équipes, Oui, où est-ce qu'on veut séduire, c'est à choisir rapidement. Avant de faire agir nos consultants Julien Thomas, Philippe Spanghero, Benjamin Pommier, c'est quoi le projet pour la saison prochaine? Alors ça va être annoncé, il va y avoir une deuxième conférence de presse dans quelques jours, mais d'après toi c'est quoi le projet du CAB? C'est une bonne question ça. Non, le projet du CAB, il est évidemment de retrouver le top 14 l'année prochaine. Alors peut-être qu'il ça sera pas présenté comme ça, la conférence de presse est lundi matin, peut-être que les formes seront mises, en tout cas officieusement le projet il est évidemment de remonter dans la foulée. William parlait de l'effectif. Alors effectivement, ça fait peut-être pas arriver les foules, mais le CAB a conservé quand même Thomas Larangea, Saïd Direch. Oui, ce sont des joueurs qui ont participé évidemment, qui étaient là pour la descente. Oui, ils sont un petit peu vieillissants, mais dans un groupe hyper jeune, ces joueurs-là vont clairement prendre de l'épaisseur encore plus qu'ils n'en avaient déjà, mais vont pouvoir permettre d'apporter un second souffle parce qu'effectivement, dans cette équipe, il y a énormément de jeunesse. Il y a beaucoup de joueurs qui sont montés, qui vont se révéler, qui vont profiter de la Pro D2 pour jouer, mais ces jeunes-là, il va falloir les encadrer avec des Tex Ratuva en deuxième ligne, Stuart Holding, Guillaume Galtier, Ross Moriarty aussi. Alors le projet de Patrice Colazo, c'est de faire jouer des jeunes, évidemment. Il l'a fait à La Rochelle, mais de ne pas les faire jouer n'importe comment, de les faire jouer entourés de joueurs cadres. Philippe Spanghero, sur tous les départs qu'on a annoncés, il y a 2 joueurs de plus de 30 ans seulement. Tout le reste à 30 ans ou moins, et beaucoup autour de 25, 26 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire, voilà ce qui se passe du côté de Brive, Philippe? Je suis assez interrogatif par rapport à la situation parce que c'est logique pour le club et la direction briviste d'avoir jusqu'à la fin cru à ce maintien, mais ça dénote clairement un manque d'anticipation de la situation et d'une hypothèse Pro D2. Les discussions avec les joueurs auraient dû avoir lieu bien plus tôt et se retrouver dans cette situation à prendre il y a quelques jours le départ de joueurs cadres qui devaient être des socles de l'effectif de la saison prochaine. C'est très perturbant, c'est peu arrivé dans les équipes qui étaient dans la situation de Brive de descente. Et je crois que ça dénote quand même un manque d'anticipation et manque quelque part de réalisme et de volonté de voir la situation réelle du club. Julien Thomas. Je sais pas, Philippe. Non, je sais pas, Philippe, si parce que nous on connaît maintenant dévoilé par la presse, bien sûr, par le président, un petit peu le bilan, mais je pense qu'en amont quand même, hein, les joueurs le savent, quand tu commences à toucher un petit peu la relégation, déjà t'anticipes, eux-mêmes ils anticipent pour déjà trouver un club avec leur agent, donc je pense que ça a été juste anticipé, mais mal négocié par ce club de Brive. Pardon de te couper, mais c'est juste pour comparer, si tu regardes les équipes dans la situation de Brive qui ont fait le yo-yo pas mal ces dernières années, Perpignan, Oyo, ils n'ont pas eu cette intersaison aussi délicate avec autant d'interrogations sur l'équipe, sur le staff. Ça oui, tout à fait. Tout à fait, mais il y a eu tellement de saisons dans une saison pour Brive, entre la deuxième journée où ils vont gagner à Perpignan, qui se disent on va faire une grosse saison, et qu'en fait ils passent à la trappe toute la saison. Le bloc de 10 matchs, là où ils ont une pléiade de blessés, notamment quand même des joueurs importants de l'effectif, donc derrière pas de profondeur. Voilà, tout ça fait que après il y a eu... Non mais l'intersaison dernière a été catastrophique, enfin, il l'a répété, Simon Guillam. Ah, ça c'est sûr que ça a été catastrophique, et ça il paye après sur la longue saison qui est quand même intense sur le top 14, les pots cassés, bien sûr. Je sais pas si tu as des infos dans ce sens-là, mais on a senti que, on connaît Patrice Colazo, il peut y avoir des tensions parfois entre Patrice Colazo et les équipes dirigeantes. Corrige-moi immédiatement si je me trompe, Benjamin Pommier de la Montagne, mais Sam Arnold a peu joué en 2023. Alors, je ne sais pas s'il a été blessé, s'il n'a pas été parfois retenu par Patrice Colazo. On a senti qu'il y avait un petit problème. Et hier, il y a quelques jours, la conférence de presse de Simon Guillam, au moment d'aborder les joueurs qui vont être les plus importants la saison prochaine, il a immédiatement mentionné Sam Arnold, le 3/4 centre. J'ai senti quelque chose de choisi, mais je ne sais pas si je me trompe. Bah, pas forcément. Sam Arnold a eu pas mal de pépins physiques tout au long de la saison. Alors effectivement, il aurait pu postuler. Il a été papa aussi dans la saison. Donc voilà, il y a eu pas mal d'éléments extra-sportifs qui ont fait qu'il a été plutôt occupé. Mais effectivement, il y a eu un peu de friture sur la ligne. On se rappelle Jean-Baptiste Péjoine qui aurait dû, au mois de mars, être prolongé pour la saison prochaine, qui finalement ne l'a pas été par les dirigeants, soi-disant... d'un commun accord évidemment. Patrice Colazo, lui, l'a clairement dit en conférence de presse quand on lui a posé la question. Lui voulait que Jean-Baptiste Péjoine reste. Si vous avez plus de questions, demandez à la direction, avait indiqué le manager sportif. Finalement, on a posé la question mercredi en conférence de presse à Xavier Eric.
Est-ce qu'il y a toujours de la tension, de la friture sur la ligne? Le DG nous a répondu non. On s'est expliqué, on a mis les choses au clair. Maintenant, on avance. Donc effectivement, il y a eu quelques petits ratés en termes de com en interne au fil de la saison. Gageons que tout ça a été réglé depuis 15 mois. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous sur Sud Radio, journaliste à la montagne, et la couverture du Brive-Corrèze Limousin continue évidemment la semaine prochaine et jusqu'au début de la saison Top 14 et en fait jusqu'à la fin des temps, puisque la montagne est toujours très très proche du rugby, que ce soit en Auvergne, en Limousin, absolument partout, Clermont, Aurillac, Brive et puis même parfois pourquoi pas à Tulle, à Balmort, voilà, on pense à tous ces beaux clubs. Merci William d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Un petit pronostic pour ce soir? Toulouse. Je sais que tu vois souvent juste. Ouais, j'espère le Stade Toulousain, une belle finale Toulouse-La Rochelle, que ces passes d'armes entre coachs puissent se régler sur le terrain, là, qu'on ait une semaine un peu piquante et un peu intéressante à vivre. Merci d'être un auditeur spécialiste de Sud Radio Rugby. Merci beaucoup William, merci. Avec grand plaisir. À Benjamin. Dans un instant sur Sud Radio, on va évoquer ce choix de faire cette demi-finale à l'étranger. Est-ce un choix que vous comprenez? Est-ce que vous soutenez cette idée-là, que la demi-finale soit en Espagne? Vous pouvez voter sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Le sondage est en cours et on développe la question dans un instant sur Sud Radio à 1h du coup d'envoi de la première demi-finale Toulouse Racing 92. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Vous êtes bien sur Sud Radio, on a 1h du coup d'envoi de la demi-finale entre le Stade Toulousain et le Racing 92 en direct de San Sebastián en Espagne, dans le magnifique Pays Basque, dans ce stade Anoeta qui te fait briller les yeux. Philippe Spanghero, je sens que tu apprécies l'ambiance de la ville et la beauté du stade. Bien sûr, on apprécie. Alors j'ai déjà un très bon souvenir d'une grande affiche. Alors on t'entend pas très bien Philippe. Je pense qu'il y a un problème de micro. J'ai déjà un très bon souvenir de rugby dans ce stade, puisqu'il y a quelques années maintenant, j'avais assisté à une grande demi-finale de Coupe d'Europe, de feu la Coupe d'Europe, entre le Stade Toulousain et Biarritz. L'ambiance était 2010 je pense. 2010. L'ambiance était incroyable avec une victoire à l'arraché des Toulousains. Et donc je sais que c'est un stade calibré pour le rugby et que l'ambiance a été modernisé, agrandi. Ouais, non, le stade est magnifique, l'écran est magnifique. Alors après, je pense qu'on va parler du débat sur l'intérêt de jouer à l'étranger une demi-finale de championnat de France. Mais d'un point de vue du spectacle en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce que représente la fête qui nous attend ce soir. C'est vrai qu'on avait connu une finale de Champions Cup à Bilbao il y a quelques années maintenant. François, là c'est une demi-finale. Et oui, d'ailleurs, Racing, défaite du Racing, parce qu'ils n'ont pas gagné malheureusement pour eux. Oui, c'était une défaite du Racing en finale face au Leinster, si je ne me trompe pas. Au Saracens. C'est ça. Ouais, c'est Leinster. Ouais. François, c'est vrai que ce stade, c'est un stade de rugby ce soir. C'est un stade qui connaît le rugby depuis 2005. On va en parler dans un instant dans la chronique de Philippe. Mais c'est aussi toute une ville qui rugit rugby depuis quelques jours maintenant, déjà. Oui, alors moi j'y suis arrivé qu'en début d'après-midi, donc je peux pas parler de ce qui s'est passé avant, mais c'est vrai qu'il y avait des animations et c'était aussi l'intérêt, peut-être que Philippe en parlera dans sa chronique, mais c'était aussi une manière un peu d'ouvrir le rugby à un public espagnol qui le connaît pas forcément, donc c'est plutôt intéressant. Et puis ensuite, d'abord sur l'accès aussi, parce que on redoutait pour beaucoup l'accès à ce stade, parce que c'est quand même une ville un peu encaissée. Moi j'ai trouvé ça bien organisé. Je sais pas ce que tu en penses Philippe, mais je suis arrivé assez tôt. Hein. Non, c'est très bien organisé. Moi je suis arrivé après toi et c'était très fluide et les craintes des supporters n'étaient pas fondées. Et puis pour tout vous dire quand même, il y a de très très nombreux supporters qui sont arrivés déjà hier soir et tôt ce matin pour profiter de l'ambiance de la ville, puisque les choses ont été faites en grand pour accueillir cet événement. Et on va en parler justement de cet événement. Place à la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ce n'est pas une chronique sur la musique.
on vous le rappelle, même si Philippe Manguero est un grand interprète, auteur, compositeur, interprète, musical. Non, on va parler de tout ce qui entoure le rugby, avec notamment des aspects économiques et puis des aspects aussi de marketing, des demi-finales à l'étranger. Déjà vous, supporters, dites-nous 0826 300 300, qu'est-ce que vous en pensez de ces demi-finales à l'extérieur? On vous a déjà posé la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby, le sondage est toujours en cours, il reste 17 minutes pour voter. Regrettez-vous que les demi-finales de Top 14 soient organisées en Espagne à San Sebastián? Dites-nous en commentaire évidemment vos arguments. Pour l'instant, oui à 55%, vous le regrettez, mais il y a matière à débat. Philippe Manguero, pourquoi la LNR choisit-elle une destination en Espagne pour organiser ce rendez-vous de phase finale? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les demi-finales n'ont jamais été délocalisées à l'étranger. Par contre, la finale de Barcelone, remportée justement par le Racing en 2016, a été un énorme succès populaire et très largement adopté par les supporters qui s'y sont rendus. Et donc ça a donné envie à la Ligue de rugby de renouveler l'expérience. Alors là, c'est un modèle un peu différent. Sur les demi-finales, il y a 2 matchs. Donc on sait qu'on amène une économie très forte dans la ville où vont se jouer ces rencontres. Donc voilà, la Ligue a été motivée par le succès populaire rencontré par cette finale de Barcelone. Et puis il y a aussi un sujet d'attractivité de cette marque du Top 14 qui doit commencer à être internationalisée. On ne vient pas n'importe où, on vient à San Sebastián, dans le Pays Basque espagnol. On sait à quel point le rugby a une place forte dans le côté français de ce Pays Basque, avec notamment bien sûr Bayonne et Biarritz. Mais voilà, cette sensibilité rugby, elle s'étend un peu de l'autre côté de la frontière, côté Pays Basque espagnol. Et donc l'intérêt, comme l'a fait Bayonne il y a quelques semaines en délocalisant une rencontre de championnat contre Pau, c'est d'aller capter aussi à l'étranger une cible de clients potentiels pour notre Top 14 et qui pourrait à l'inverse tout au long de la saison franchir la frontière dans l'autre sens pour venir supporter et garnir les stades du Top 14. Ouais, et puis Anoeta, c'est pas un stade lambda pour le rugby français, parce que c'est pas la première fois, ça fait depuis 2005 qu'Anoeta est un stade qui a une connotation de grand rendez-vous au sein du Top 14 mais aussi en Coupe d'Europe. Oui, bien sûr, c'est Bayonne le premier qui a ouvert la voie en utilisant Anoeta lors des délocs pour ses matchs phares. Johan Huget pourrait en parler puisque c'est là vraiment qu'il a éclos en Top 14 et on se souvient de quelques-uns de ses exploits sur ce terrain d'Anoeta. Et puis ensuite il y a le PCR qui a tenté l'expérience encore une fois avec beaucoup de succès dans des matchs de phase finale de Coupe d'Europe. Et donc voilà, il y a une histoire, il y a un historique quand même qui date maintenant entre ce stade et le rugby. Et puis plus globalement, je le dis, il y a quand même un terreau fertile au rugby dans cette région du Pays Basque, peu importe que ce soit côté espagnol ou côté français. Si on élargit un petit peu le spectre, Philippe, est-ce que le rugby en Espagne, c'est un enjeu majeur de développement pour l'Europe du rugby ? Alors majeur, je crois pas. En tous les cas, on le sait, le rugby a un besoin d'internationalisation plus fort et il faut aller en priorité proche de nos frontières. Et on le répète, voilà, cette zone du Pays Basque espagnol, c'est un terreau fertile pour plusieurs raisons. Il y a quand même une sensibilité avec le rugby. Il y a une dimension économique qui est très forte. C'est la deuxième région la plus riche d'Espagne derrière la Catalogne. C'est une région très industrielle. On sait que Bayonne se tourne beaucoup vers ce Pays Basque espagnol dans son développement économique et dans la structuration. Toute la zone de Bayonne à Bilbao est en très très fort développement économique. Oui. Voilà, et je le répète, il y a vraiment un sujet pour le Top 14 pour venir draguer ce pays qu'est l'Espagne qui se développe vite et dans lequel il y a une sensibilité rugby puisque on sait à quel point il y a un sentiment identitaire régional, que ce soit en Catalogne ou que ce soit au Pays Basque. En Catalogne, l'étendard c'est Perpignan et il y a aussi un sujet, quand je travaillais avec Perpignan il y a quelques années, on avait commencé à travailler sur
le fait de se tourner vers le Pays Basque espagnol, vers la Catalogne espagnole pour renforcer les liens commerciaux et institutionnels. Et c'est ce qui se passe aussi avec ce stade d'Anoeta et ce qu'essaie de faire la Ligue nationale de rugby par cet événement. Et je crois que c'est plutôt réussi. Alors après, philosophiquement, c'est autre chose. Imaginez une phase finale de championnat de France à l'étranger. Je comprends que ça choque et je comprends que pour l'instant, majoritairement, les gens trouvent que c'est pas une bonne idée. Par contre, ça reste, quoi qu'il arrive, un succès populaire. Et ce qui se passe là en ce moment en est la preuve. Quand on voit tous ces supporters dans la ville, quand on voit le plaisir qu'ont les gens à organiser ce déplacement, il y a un côté, j'allais dire, un peu exotique. Aujourd'hui, les grands supporters de rugby qui sont habitués à ces phases finales, comme les supporters du Stade Toulousain, du Racing, de La Rochelle, de l'UBB, ben, ils ont peut-être un peu moins envie de mettre le même budget pour aller à Lille ou pour aller à Nantes. Il faut y aller, il faut y revenir, bien sûr. Mais ils viennent plus volontiers à Saint-Sébastien. Et ça aussi, je crois que c'est intéressant. Encore une fois, ça sert le développement du rugby français et l'image de nos clubs à l'international. On ouvre le débat du coup. Regrettez-vous que ce choix donc de jouer ces demi-finales à l'étranger avec un point important, loin des supporters, on a mis loin des supporters parce que c'est vrai que pour certains ça fait de la route. On pense notamment aux supporters franciliens où c'est pas forcément évident et dans une ville où il n'y a pas une offre hôtelière énorme, il faut parfois aussi aller un peu au-delà de Saint-Sébastien pour pouvoir se loger. Est-ce que vous regrettez ce choix d'organiser ça à l'étranger, François Trio? Non, je trouve que c'est une belle opportunité, c'est une belle fête en fait parce que voilà, ça fait partie de l'esprit de ces demi-finales regroupées. Après, je comprends quand le Tour de France, qui est un événement planétaire, va faire son départ au Danemark, en Grande-Bretagne, je crois que c'est arrivé, ou à Bruxelles. Après, je vois moins la dimension d'internationalisation d'une compétition comme le Top 14 parce que le rayonnement du rugby n'est pas aussi grand que le vélo. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, François, parce que le vélo, dans un mois, ça commence, même pas un mois, ça commence ici, au Pays Basque espagnol. Donc l'analogie est très bonne. Julien Thomas, est-ce que toi tu le regrettes? Est-ce que tu t'estimes que le faire à l'étranger, c'est embêtant, notamment pour l'aspect populaire pour les supporters? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que connaissant un peu à Anoeta, c'est un magnifique stade, l'accès est très facile, c'est une ferveur monumentale, populaire, même quand tu vas voir un match de foot de la Real Sociedad. Et c'est vraiment accueillant. Et pour moi, je pense pas que ce soit négatif du fait que ça exporte. Et c'est que à la frontière, le rugby, le top 14, cette image calme de notre championnat. Et puis surtout, c'est quand même quand tu es joueur, d'aller dans un stade que tu ne connais pas, dans l'antre de cette... ça compte ça Oui, ça compte. Quand tu commences à être un petit peu dans la routine du championnat avec un peu de bouteilles et d'expérience, tu fais, tu vois, les stades, tu les as vus. Donc c'est toujours excitant d'aller dans un stade que tu ne connais pas, avec une ferveur de 40 000 personnes, que tu sais qu'il va faire beau, que tout le monde va être à la fête. Et donc c'est une autre ambiance. Quentin Cabanis. Alors moi, en fait, j'ai regardé aussi par curiosité. Je me suis dit, ça à l'étranger, mais est-ce que pour Toulouse, par exemple, c'est pas plus près que quand les demi-finales se sont jouées à Lille? Parce qu'on parle pour les supporters, mais pour certains supporters, finalement, c'est plus près que des demi-finales précédentes. Alors après, ça peut choquer. Pour Bordeaux aussi. Hein. Voilà, par exemple. Donc, d'un point de vue géographique, pour certains clubs, c'est plus près. Oui, mais là, ça tombe bien. C'est que ça tombe bien là aussi. C'est régulier quand même certaines équipes. Encore une fois, je reviens sur la dimension philosophique et je peux la comprendre, mais il y a aussi les supporters qui sont présents sont heureux parce que la Ligue nationale par cet événement leur offre l'occasion d'un événement un peu exceptionnel, un peu international. Et je sais que les supporters ont plus fait l'effort financièrement. Ouais, parce que c'est des efforts financiers qui sont importants. Mais les supporters ont plus volontiers fait l'effort financier pour Saint-Sébastien en calant des choses personnelles autour, des vacances, des mini-séjours. Voilà, beaucoup plus que si ces demi-finales s'étaient jouées ailleurs. Donc je crois qu'il ne faut pas en abuser. Après, comme le disait François, l'impact économique, il est extrêmement limité par rapport à un événement comme le Tour de France. On parle juste de valoriser un peu mieux la marque, peut-être de vendre un
peu mieux les droits du championnat de France, les droits télé à l'international, peut-être de commencer à aller draguer une population de partenaires potentiels qui derrière s'intéresseraient au rugby pour aller se tourner vers les clubs les plus proches d'eux de l'autre côté de la frontière, que sont Bayonne, Biarritz, Pau. Voilà, il y a plusieurs. Oui, c'est étendre la zone d'influence du top 14 un petit peu, quoi. Voilà. Non, mais il y a clairement une volonté d'étendre sa zone d'influence. Après, comment ça se monétise, c'est des réflexions à plus long terme. Mais je crois que c'est important. Aujourd'hui, on s'est autoproclamé meilleur championnat du monde et on a eu le débat pour dire que dans les faits, sur plein de périmètres et d'angles de vue, c'était quand même la réalité. Et je trouve que cette approche, elle est quand même intéressante. Et encore une fois, les supporters auraient boudé la première initiative barcelonaise. J'aurais eu un peu plus j'aurais été un peu plus sceptique sur l'initiative. Mais encore une fois, Barcelone a été un grand succès populaire et les supporters redemandaient à revivre ce genre d'expérience. Oui, c'est des expériences, voilà, des mémoires, des choses des souvenirs qui vont se créer autour de ces demi-finales. Venez en parler avec nous au 0826 300 300. Est-ce que vous regrettez ce choix de deux demi-finales à l'étranger, et puis ce choix aussi de les faire jouer vendredi et samedi, et non pas samedi et dimanche, ce qui aurait pu être une option, un privilégié, parce que ça aussi ça compte, hein, se déplacer un vendredi, ça veut dire oui. Si tu voulais réagir là-dessus, Philippe. Juste pour terminer, il y a un élément qu'il faut avoir en considération, c'est que la Ligue nationale de rugby, quand elle arrive dans une ville, elle vient amener 2 matchs en phase finale sur ces demi-finales, avec ce nouveau format des matchs vendredi, samedi sur un même lieu, et elle monétise ça, c'est-à-dire qu'elle va dire à une ville: écoutez, voilà, nous, on a mesuré que par cet événement, on amène plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros dans l'économie locale. Entre l'hôtellerie, l'année dernière, les demi-finales. Voilà, donc il y a aussi une forme d'appel d'offres lancé par la Ligue nationale de rugby dans des villes. Et on peut aussi considérer que la proposition de Saint-Sébastien financière à la Ligue nationale de rugby pour accueillir cet événement a été plus forte que des villes françaises, et que c'était le bon moment de retenter l'expérience. Voilà, il faut avoir ça en considération. La Ligue nationale de rugby monétise cet événement auprès des villes, et c'est bien normal parce qu'elle est sûre de son produit et sûre du chiffre d'affaires et de l'impact qu'elle amène sur le territoire où se jouent les matchs. On joue un autre amoureux de rugby, c'est Vincent au 0826 300 300. Bonsoir Vincent. Bonsoir Sud Radio, la radio du rugby. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, Vincent. Saint-Sébastien Donostia, est-ce que c'est embêtant pour toi que ces demi-finales soient à l'étranger? Alors forcément, c'est une destination qu'on apprécie tous, mais si demain on te dit que la demi-finale elle est à Copenhague, ou elle est je sais pas, en Suisse par exemple, est-ce que ça t'embêterait? Voilà, est-ce que l'idée de l'étranger t'embête? L'étranger, c'est pas tout est relatif. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir justement semi-finale actuellement à Saint-Sébastien. C'est pas un choix incohérent, comme vous l'avez dit. En état, l'histoire avec le rugby, puisque depuis 2005, il y a un match Biarritz-Munster en H-Cup régulièrement. Donostia accueille des rencontres, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup, notamment, comme l'a dit Philippe, et j'étais aussi le quart de finale de Champions Cup entre le BO et le Stade Toulousain, avec un contre de Niangas sur Yashvili. Il y a un essai décisif pour la victoire. D'ailleurs, Niangas sera sur le premier match particulier ce soir avec le Stade Toulousain. Mais dans la mesure où la Ligue veut développer le rugby dans des régions où il n'est pas très bien implanté, actuellement on a fait quasiment le tour de France, sauf le Nord-Est, il n'y a pas de stade qui a une capacité suffisante pour accueillir les demi-finales. Moi, je trouve que c'est super de faire ça à Saint-Sébastien, mais plutôt que Copenhague ou la Suisse. Moi, je pencherais plutôt à l'avenir, si c'est une réussite, plutôt vers l'Italie, tu vois, la frontière. Pourquoi pas Gênes, 30 000 places, ou Turin, 40 000 places. Ça serait, moi, je trouve, une très bonne idée. Si, en effet, c'est un succès à Saint-Sébastien, à l'avenir, pourquoi pas de penser à l'Italie. On ouvre le débat, tiens, bah voilà, la proposition de Vincent, là, Philippe. Alors, elle est tout à fait logique et cohérente. Il y a deux bémols à ça. D'abord, l'Italie essaie quand même de structurer un rugby un peu plus fort que ce qu'est le rugby espagnol. Donc, il n'y a aucune concurrence entre le top 14 et le championnat espagnol. Et même si sur le papier, il n'y en a pas beaucoup plus entre le championnat français et le championnat italien, c'est quand même un peu différent en termes de niveau. Ce serait peut-être un peu moins
explicite d'un point de vue de la communication. Et deuxièmement, encore une fois, là pour le coup il y a des sujets logistiques et on voit que Saint-Sébastien c'est facile pour une grande partie des supporters, notamment ceux qui sont dans le sud-ouest, et la logistique serait certainement beaucoup plus complexe en Italie, et il y aurait beaucoup plus de spectateurs que de supporters. Et il y a un sujet aussi, on est dans un spectacle et l'ambiance est importante. Ce soir on sait qu'à Saint-Sébastien il va y avoir beaucoup de supporters et que l'ambiance sera au rendez-vous. Et quand vous avez un stade qui est rempli par des VIP, des hospitalités, et que pendant 80 minutes, peu importe ce qui se passe sur le terrain, il ne se passe pas grand chose dans les tribunes, ça ne sert pas beaucoup le produit. Ah, juste si je peux ajouter un truc bien sûr, sur ce sujet, moi je pense que, je ne sais pas si c'est quantifié, s'il y a des études qui le prouvent, mais je pense quand même qu'il y a un développement du tourisme autour du sport. Bien sûr. Il y a effectivement les partenaires, les hospitalities, etc. Mais il y a aussi quand même, c'est de plus en plus une façon de faire du tourisme. Bien sûr. Il y a le tourisme autour du vin dans les régions viticoles, mais je pense il y a le tourisme football en Angleterre par exemple. Alors ça s'est démocratisé, les gros porteurs de droits, ce qu'on appelle les gros porteurs de droits. Le Tour de France notamment, c'est un bon exemple. Vous savez, ils monétisent les villes départ, les villes arrivées, et ils mesurent très bien. Ils arrivent dans une ville et ils disent voilà, si vous achetez le départ ou l'arrivée de cette étape, voilà ce qu'on va amener dans l'économie locale. Et donc ça devient clairement un argument commercial très fort, parce que c'est assez facilement quantifiable. Il n'y a pas beaucoup de débats sur ce qu'amène un événement, et c'est le cas de la Ligue de rugby avec les demi-finales qui depuis des années a réussi à très bien quantifier l'impact économique dans les villes où ils jouent. Julien Thomas pour clôturer. Non, mais en plus Saint-Sébastien, pour rejoindre François, c'est quand même Saint-Sébastien, c'est une ville qui est très dynamique, parce que les fois où j'y suis allé pour me dorer la pilule, il y avait soit un marathon, soit un concours de pirogue. Enfin, il y avait à chaque fois un événement magnifique, et puis derrière une ferveur. C'était vraiment des Espagnols, des Basques, il y avait tout le monde, des Français, et c'était magnifique. Donc je pense que cet événement du rugby aujourd'hui va faire quelque chose de beau ce week-end. Mais est-ce que tu as avec la chemise ouverte et la croix apparente? Ah, bien sûr. Évidemment. Ok. Toujours. Évidemment, il avait fait un mulet pour l'occasion. Avec le combi. Il avait fait un mulet pour l'occasion, Julien. Il avait demandé à Etriard, il lui a dit tiens, je vais te montrer. Bon, avec tes cheveux, ça n'a pas été évident, mais on va se débrouiller. Lui, il l'avait fait. Lui, il peut encore, ouais. Quentin, un peu plus. Mais bon, écoute. C'est terrible de plus voir. Quentin, il a plus une coupe de cycliste que de rugbyman. Mais bon, c'est aérodynamique. On continue de vivre évidemment. La session photo cette semaine, ils lui ont maquillé le crâne. Ah ouais, c'était extrêmement humiliant. C'est un Je savais pas ça. Alors là, j'apprends des choses. Sache que dans la vie d'un homme, c'est humiliant. Quand on te maquille le crâne, c'est un cap à passer. Tu sais. Vous verrez les photos Mais je verrai les photos très prochainement. Et oui, ça, le plus brillant du crâne. Ça, c'est clair qu'il y a une boule de billard. On continue évidemment de vivre l'avant-match de Toulouse Racing 92. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France. Reste avec nous, Vincent, au 0826 300 300. Rejoignez Vincent pour parler de l'équipe de France. Et cette première liste, l'équipe de France travaille déjà pour la Coupe du Monde. Et oui, on en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Vous êtes bien sûr Sud Radio, on est à quelques minutes maintenant du coup d'envoi de ce match, de cette première demi-finale du top 14 entre Toulouse et le Racing 92. On est avec François Trio, avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, avec Quentin Cabanis, Zachary Pilon et vous au 0826 300 300. Vincent est avec nous, notre amoureux de rugby, notre auditeur Sud Radio Rugby. On va parler de l'équipe de France, puisque l'équipe de France se rassemble déjà avec des entraînements en commun avec les internationaux de moins de 20 ans qui préparent leur mondial en Afrique du Sud. Et 27 joueurs convoqués: Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros, Laclaya et Taofi Fenoa en première ligne, au pilier, l'étalonneur Bobigny et Christopher Tolofo en deuxième ligne, Azago, Chaluro, Girassi, Verag. En troisième ligne, Béconnier, Cretin et Guy de Bayonne, Sacha Zeger, un demi-mêlée, Sadek Degmash à l'ouverture, Barré et Carbonel au centre, Delbuis, Gailleton, Vincent, retour d'Arthur Vincent, à l'aile du Mortier et Villiers, et à l'arrière Anthony Boutier. 4 joueurs sont aux soins: Yacouba Camara, Paul Willem, Baptiste Serin et Baptiste Couillou. Ces joueurs-là, pourquoi ces joueurs-là précisément? Parce que ils ont été éliminés en barrage, ne participent pas aux demi-finales. Qu'est-ce que vous notez dans cette liste pour cette première liste, hein? C'est la première liste Coupe du Monde. Alors on sait que ce ne sera pas forcément la liste définitive.
Et justement, on va se poser la question ensuite, dans quelques instants, dans quelle mesure cette liste peut influer, peut intégrer quelques joueurs sur la liste définitive. Mais sur ces noms-là, est-ce qu'il y a des choses que vous notez précisément, François Trio? Sur ces noms-là, moi ce que je note, et j'apprécie la présence, même blessée, de Baptiste Serin par rapport à la qualité de sa saison. Et vu quand même qu'il n'a jamais déçu en équipe de France, j'ai trouvé quand même que son éviction était parfois dure. Et sa présence, même blessée, je la trouve, je trouve que c'est un bon signe. Dans ce groupe des 27, qu'est-ce que tu notes, toi, Philippe Spanghero? Je rejoins plutôt François, parce que c'est vrai que sur ce poste de demi de mêlée, c'est tellement dur d'exister derrière Antoine Dupont qu'on voit que des joueurs quand même qui ont trouvé une taille patronne dans leur club ont quand même beaucoup de mal à exister, et il y a une vraie émulation sur le poste de numéro 2 à la mêlée, et je trouve que Baptiste Serin a quand même une dimension, a retrouvé sa dimension surtout sur la deuxième partie de saison du côté du RCT, et donc quand on sait quelque part qu'on a vu dans les coachings du dernier tournoi le manque de confiance quelque part du staff dans les remplaçants d'Antoine Dupont, on a eu le débat plusieurs fois, peut-être que Baptiste Serin peut venir redistribuer les cartes. À part ça, c'est toujours la prime à la performance du côté du Stade de France. Je trouve que les choix sont très cohérents. Ça montre à des joueurs qui sont montés en puissance cette saison que le staff les regarde, qui sont peut-être pas les premiers choix, mais qui peuvent jouer les troubles faits. Ça renforce la stratégie d'émulation qu'a mis en place ce staff. Et honnêtement, je trouve que c'est lisible, facilement explicable par les performances sportives. Il s'est parfois posé la question d'équipe de France de choix qu'on ne comprenait pas trop. Là, tout est logique. Avant d'aller vers Julien Thomas, Vincent, notre auditeur Sud Radio Rugby, à quel point cette liste de ces 27 joueurs convoqués peut-elle se reporter ensuite sur la liste définitive? Quels sont les joueurs d'après toi, quelle est la probabilité de voir des joueurs être dans cette liste définitive, Vincent? Voilà, comme vous le dites, en effet, il n'y a pas les demi-finalistes. Donc c'est sûr qu'il y aura forcément des changements avec la liste définitive du 21 juin pour savoir qui préparera la Coupe du Monde. Mais je rejoins Philippe et François pour dire que Galtier, en effet, on voit qu'il recherche la stabilité. De mon côté, je suis ravi de voir les retours des grands blessés Vincent et Villiers, sur lesquels le staff français s'appuyait fortement les saisons précédentes. Après, l'absence à noter forcément cette année, c'est Awaz. Donc on a compris que pour l'équipe de France, c'était malheureusement terminé au vu des circonstances. Mais tu vois, moi j'attends de voir surtout le 21 juin s'il n'y a pas une surprise qui va sortir du sac, à savoir est-ce que Meafou pourra être sélectionnable pour le 15 de France pour la Coupe du Monde. C'est une vraie question, hein, évidemment. Fabien Gatté qui a dit je veux le capturer, on veut le capturer. Emmanuel Meafou, est-ce que tu mets la maison de Lombez Samatan, de Lombez, la maison gersoise, Vincent, sur des noms là qu'on a dans ce groupe des 27? Écoute, je mettrais plutôt ma tante dans le jardin que ma maison. Je prendrais pas trop de risques. Mais non. Est-ce qu'il y a des joueurs là, tu te dis, ils vont être dans le groupe, ça sent bon, il peut se passer quelque chose? Je veux dire, je pense que il y a des certitudes quand même, du Mortier. Oui, voilà, les joueurs qui étaient dans il y a quelques saisons en effet à l'équipe de France, je pense qu'en effet, il y a de grandes chances qu'ils prennent l'avion pour s'embarquer pour la Coupe du Monde en France. Mais on voit que Galtier a arrêté de prendre de nouveaux joueurs, il recherche vraiment de la stabilité. Je pense pas qu'il y aura de gros changements. Mais sinon, il faut revenir à Lombez Samatan, juste un petit coucou justement au club qui est arrivé en finale du championnat espoir de Fédéral 1, qui a perdu malheureusement contre Issoire à la fin du match, une fin cruelle. Donc voilà, je tenais à les féliciter. Julien Thomas, est-ce que tu notes des joueurs qui vont, selon toi, intégrer la liste définitive là dans ce groupe des 27? Oui. C'est peut-être des surprises.
Et des surprises. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ouvre un petit peu le champ à des joueurs qui ont fait de très belles saisons, et en les reprenant ou en les remettant, on va dire, un petit peu au diapason et au collectif de cette équipe de France. C'est ça où la force un petit peu de Fabien Galtier. Je rejoins pour Baptiste Serin, qui mérite totalement d'être dans ce groupe, mais j'ai l'impression que c'est quand même les 4 clubs qui sont en phase finale, c'est quasi 99% qui seront dans le groupe. Donc il en reste 2-3 peut-être dans cette liste des 27, mais ça veut dire que les autres, ça veut dire que les autres aussi quand même, ils ont une carte un peu à se montrer, à jouer, pourquoi pas, si elle pétait jusqu'à la fin de saison ou pendant la préparation de cette Coupe du Monde, tout est jouable. Moi je dirais, quand je vois un Anthony Boutier, je suis content pour lui qu'il revienne mettre le bout de son nez avec ce groupe de l'équipe de France. Il a fait partie de ceux qui ont surnagé à Montpellier cette saison, Anthony Boutier. Et pourtant il n'y avait pas une saison exceptionnelle du MHR, mais lui il a fait quasi 90%, 15% de tous les matchs, et il a été un peu excellent. Donc Baptiste Serin, c'est le même cas. Voilà, il y a est-ce qu'un Gailleton, un Vincent, Arthur Vincent, est-ce que ces joueurs-là, Gabin Villière du Mortier, est-ce qu'on les voit intégrer la liste définitive? Couillou, Quentin, il y aura pas 4 demi-mêlées. C'est vraiment Couillou, de toute façon, c'est un des deux. Moi, je pense aussi qu'il relance aussi Arthur Vincent, qui est encore dans convalescence. Qui a pas rejoué, plus, on va dire, qui est. Donc ça, c'est quand même une forme de confiance que met Fabien à Arthur, et je pense que si il est prêt pour la Coupe du Monde, il y sera. Pareil pour Villière, qui lui aussi. Mais Gailleton, par exemple, qui est un des nouveaux, un jeune qui a explosé cette année en championnat, mérite totalement d'être dans ces 27. Et Bamba peut-être rapidement aussi. Quentin. Ouais, Demba Bamba, pourquoi pas, effectivement. Parce que va falloir remplacer Aouas, de toute façon. Daniel nous rejoint, merci Philippe Sanguero d'avoir été avec nous. Daniel Herrero nous rejoint au micro Sud Radio Rugby en direct de Saint-Sébastien. Bonsoir Daniel. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Ravi d'être sur l'antenne de Sud Radio pour ce match quand même de demi-finale qui s'annonce à la fois passionnant, enthousiasmant, sans aucun doute en route vers le très très haut niveau. Les deux équipes sont à bloc, nous aussi d'ailleurs. Le fond de l'air est un peu tiède, le stade est magnifique. Nous sommes, vous le savez, au Pays Basque espagnol et on est content d'être là sur Sud Radio, la radio du rugby. Avant d'entrer dans l'avant-match, Daniel, dans cette liste des 27 joueurs convoqués, François et Daniel, est-ce que vous voyez des joueurs qui pourraient potentiellement intégrer cette liste définitive qu'on connaîtra dans quelques semaines? Je crois que là, on a fait le tour. Moi, je pense que Bamba, effectivement, il est relancé par l'histoire Aouas, et en plus, il a fait quand même une bonne fin de saison, Bamba, et que le poste de pilier droit est quand même un poste dépeuplé. Donc ce soir, il y aura aussi un regard quand même sur Dorian Aldeguerri, qui a fait aussi de bons matchs avec les Bleus pendant le tournoi des destinations. Donc là, je pense que Bamba, il sera dans la préparation. Et puis après, bon, moi j'ai une petite faiblesse pour l'expérience et aussi le style de Baptiste Serin, parce que il a une personnalité, il a la maturité et il a montré son envie et son leadership pour pouvoir faire la Coupe du Monde. Et puis après, il y a la jeunesse aussi de Gailleton quand même, parce que le poste n'est pas dans le groupe, des moins de 20. Le poste des 3 quarts centre, et je pense que Gailleton et Bielbiarré, ils seront dans les 42, parce que s'ils partent pas en Afrique du Sud, ils partent le 17 juin, les U20 pour la finale, pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que Bielbiaré et Gailleton vont faire partie des 42. C'est on peut pas être affirmatif, mais enfin on n'est pas non plus complètement innocent. Donc voilà, innocent au sens. Oui, pas grand-chose à ajouter. On voit bien que la frange jeune qui met le nez à la fenêtre, à qui Galtier tend la main dans le premier tour de la préparation, effectivement Gailleton, effectivement essentiellement, je dirais quand même, les retrouvailles aussi avec le très haut niveau de 2 ou 3 anciens. On pense prioritairement à Baptiste Serin. Ça fait toujours un petit peu débat quand le talent semble revenu à son meilleur niveau, que l'expérience devient un attribut qui pourrait générer un choix un peu original.
Voilà, et, il me semble que pour l'instant le choix est légitime. Il n'y a pas de surprise radicale. On voit les 3 ou 4 jeunes qui mettent le nez à la fenêtre dans cette fin de championnat dans leur club respectif, plus les plus huppés ou a priori les moins, type par exemple les Palois. Et on voit aussi que 2 ou 3 joueurs, notamment parmi les anciens, lèvent quand même le doigt en disant ce dernier tour de Coupe du Monde en France, on passe toujours à Baptiste Serein, pourrait être le bon pour lui, quoi. Voilà. Voilà pour l'équipe de France. Merci Vincent d'avoir appelé le 0826 300 300. Et ton pronostic pour ce soir? Tout à l'heure William nous disait Stade Toulousain. Quel est le tien? Je sais plus, il y avait William Cédarnis au fait en deuxième ligne. J'ai perdu là, j'ai manqué l'information. Je sais plus s'il y était. Paul Willem est au soin. Fait partie de cette liste mais trop soin. Tu vois Toulouse ou le Racing ce soir, Vincent? Sinon ce soir au Stade du Cœur en effet dit Toulouse, mais la raison aussi, Toulouse premier de la phase régulière. Le Racing qui doit finir 5e de mémoire. Toulouse qui est plus frais, qui a pu tourner l'effectif par rapport à la saison dernière. Donc les joueurs qui sont motivés, qui va faire mieux que l'an passé. On avait perdu 2 fois en demi-finale. Donc là, clairement, si Toulouse perd ce soir, ce sera un échec. Merci beaucoup Vincent d'avoir appelé le 0826 Merci 300 300. Vous aussi appelez Sud Radio, la radio de rugby, pour parler rugby avec nos spécialistes, avec Daniel Hérault, François Trio et Julien Thomas. Place au top 14. Sud Radio, la radio du rugby. Le top 14. Le top 14, l'avant-match de Toulouse Racing 92, la première demi-finale. François Trio et les joueurs à l'échauffement du côté d'Anoeta. Oh, ils sont aussi chauds ces joueurs que les Toulousains, les Racingmen, que le public qui garnissent stade Anoeta. On va dire la Real Arena, mais enfin on va quand même l'appeler Anoeta parce que c'est son nom. Et c'est vrai que y a cette odeur de phase finale, Daniel. On y est. Et chaque année on se dit oh, c'est encore une demi-finale. Eh ben non, c'est toujours une demi-finale et c'est toujours un moment important. C'est un peu le carrefour de la saison. C'est est-ce qu'on fait basculer la saison dans du super positif ou est-ce qu'on reste un peu mitigé, notamment pour un club comme Toulouse? Effectivement, d'abord le stade est beau, l'atmosphère est bonne. Nous sommes effectivement sur un terrain un peu original, je dirais pas étrange. Nous sommes au Pays Basque espagnol, vous le savez, à San Sébastien, dans une arène, tout au moins dans un forum sportif tout à fait dédié au football. Les rugbyman de France y ont fait quelques incursions il y a une dizaine d'années, mais peu de grands événements rugbystiques français se sont déroulés dans cet espace-là. Et effectivement aussi, quand c'est une demi-finale, il y a un parfum, il y a une allure de 2 ordres. Le premier ordre, c'est que ceux qui sont en demi-finale, c'est incontestablement ceux qui dans la saison ont été les plus réguliers, les plus constants, qui ont affiché le meilleur niveau, la plus grande application à produire un rugby, les meilleurs résultats sur l'ensemble de la saison. Donc c'est de sûr les 4 meilleures équipes. Rien que ça, c'est déjà très gratifiant. Tu viens voir l'élite de ton pays rugby sur ce terrain-là. Et puis en même temps, il y a la phase finale, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est très ancré dans l'âme du rugby français. La phase finale, de tout temps, un siècle durant, elle durait presque la moitié de saison. On se qualifiait pendant 5 ou 6 mois et les 4 derniers mois, c'était la phase finale. Elle commençait en 16e de finale et puis les 8e, les quarts et les demi. Depuis maintenant le top 14, depuis l'arrivée du professionnalisme, les rugbyman ont gardé l'idée de la phase finale, tout en gardant aussi l'idée d'un championnat conséquent. On se mesure, on se hiérarchise, on s'élabore, on se rencontre tous autant que nous sommes, en l'occurrence les 14 du championnat sur l'ensemble de la saison. Mais quand même, quand il arrive le bout, hop, il y a le match éliminatoire. C'est-à-dire que nous, on a un championnat et une coupe de fait. On a un championnat et une coupe. Et la coupe, maintenant, elle est presque réduite à un seul match. Enfin, un seul match. Ou tout moins 2 matchs, mais les demi-finales. Et ça lui donne une force, une vitalité et une incertitude, quelque chose qui fait que cette compétition-là, elle prend un relief considérable. Et en même temps, à travers l'idée que c'est un match éliminatoire et qu'il y en a peu dans la saison, très peu, il y en a quelques-uns évidemment en Coupe d'Europe, mais comme il y en a peu, il y a le regain historique aussi du soutien populaire. Les villes se déplacent derrière leur club. En phase finale, ça sera évidemment aussi le cas en finale, mais en phase finale et essentiellement donc en demi-finale, et bien derrière Toulouse, ils sont presque 7 à 8 000, peut-être 10 000 dans ce stade. Tu vois, c'est quand même pas la porte à côté. Le Racing déplace un petit peu moins, mais enfin s'il y en a 2 000, il n'y en a jamais eu 2 000 de la saison, même dans leur stade à eux. Tu vois, alors, ce qui fait que là, tu en as peut-être 2 000 et c'est de l'ordre de l'exploit, quoi. Tu vois, il y a 2
000 personnes qui s'habillent de blanc et bleu pour venir au Pays Basque espagnol encourager les Racingmen dont tu ne sais même pas qu'ils existent, tu vois, dans l'ensemble du pays, hormis à Paris. Non, mais il y a quelque chose de beau là derrière, quoi. Voilà. Là, le stade, évidemment, il est très coloré. Le stade, il est joyeux. Et il y a le troisième point de la phase finale, de demi-finale, c'est obligatoirement, je ne sais pas pourquoi, Serbie nature, festif. Les matchs ont des reliefs de joie. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, c'est dramatique, c'est pas le mot, mais bon, c'est de la dramaturgie. Ouais, il y a une forme de dramaturgie qui fait qu'il y en a bien un qui va partir au frigo ce soir, pendant que l'autre prendra déjà ce soir la route du Stade de France. Hein. Donc, mais il y a l'allure joyeuse. On vient en demi-finale soutenir son équipe comme une forme de récompense dans la saison, en sachant évidemment qu'il y a encore la dernière étape qui sera probablement plus belle et plus glorieuse. Mais la demi-finale, c'est honnêtement un match magnifique, et ce soir, on est en bouche. La notion de plaisir, elle est en tribune, elle est aussi à l'intérieur du vestiaire du Stade Toulousain. On écoute Hugo Mola sur cette notion de plaisir. Moi, je pense que cette équipe, elle ne s'est pas encore étonnée comme elle devrait s'étonner, parce qu'elle a encore beaucoup de choses à donner. Et pour s'étonner, il faut accepter de se transcender un peu et accepter de se mettre dans des situations un peu dangereuses, de tout ce qui nous sortirait un petit peu de cette volonté de tout maîtriser. Et la notion de plaisir, chère à notre président et à notre club, la notion de plaisir, de jeu doit jamais nous quitter, parce que c'est comme ça qu'on est constitué dans ce club. On a perdu parfois avec des convictions fortes autour de notre rugby, mais aujourd'hui on veut encore croire que ce rugby-là peut nous donner du plaisir, mais c'est maintenant. Voilà. Faire rayonner le rugby du plaisir, Daniel, François, Hugo Mola, on a fait l'appel cette semaine. Oui, c'est normal, parce que quand on est entraîneur du Stade Toulousain qui enchaîne une 4e demi-finale consécutive, on doit aussi parler de plaisir quand on a Antoine Dupont, Romain Tamac, Thomas Ramos et on va dire tout le talent que regroupe l'effectif toulousain. Il n'empêche que ce soir, Toulouse qui a fait course en tête 24 journées sur 26, Daniel. Toulouse a un peu la pression parce que ce soir, Toulouse, je le disais tout à l'heure, mais joue un peu sa saison. Parce que la saison dernière a été blanche et que on ne peut pas faire 2 saisons blanches à Toulouse, quoi. Oui, sans aucun doute, quand il y a un tel effectif, autant de grands joueurs, quand il y a autant de moyens, quand il y a un tel budget, quand il y a un tel public, les ambitions sont grandes. Toulouse est toujours en demi-finale depuis 4 ans. Toulouse peut, depuis 4 ans, gagner les 2 titres que sont celui du championnat de France et celui du championnat d'Europe. Mais va t'en voir que depuis 4 ans, ils n'en gagnent pas un. Bon, donc, et en même temps, ils ont une équipe présentée comme magnifique. Mais je suis assez intéressé par l'idée de Hugo Mola, qui se rend bien compte que ces hommes sont grands, ces hommes sont forts, ces hommes ils ont fait 24 matchs, 24 dimanches, 24 week-ends en tête du championnat de France de rugby. C'est considérable sur l'ensemble de la saison. Ils dominent le championnat, ils l'assument, où qu'ils aillent, ils sont les premiers, où qu'ils aillent, ils jouent leur jeu. Il y a une espèce d'identité toulousaine qui de temps en temps, et c'est pas que ça inquiète Hugo Mola, mais Hugo Mola il sait aussi que la compétition a des lois, qui de temps en temps c'est être sobre, c'est être rigoureuse, c'est être appliqué, c'est être méthodique, c'est taper dans la balle 1000 fois s'il le faut. Toi, Toulouse n'est pas l'équipe qui envoie le jeu tout azimut pour uniquement, à la limite, se gratifier le bas-ventre, quoi. Tu vois, non, on n'est pas là uniquement pour la joie, quoi, tu vois. Mais il semble que si la dimension du plaisir rentre dans la pratique, dans le jeu, alors l'équipe peut être encore plus forte. Et on s'interroge parce qu'il ne suffit pas de dire non plus en tant qu'Hugo Mola ou quelconque joueur, hein. Il n'y en a qu'un qui ne le dit pas, entraîneur. C'est le dénommé O'Gara qui dit jamais il faut qu'on se régale. O'Gara il dit il faut qu'on gagne et qu'on les finisse à l'ancienne. Mais Hugo il dit par exemple, il dit et on l'a entendu dans son vestiaire, moi je trouve ça magnifique, il dit il faut qu'on trouve, il faut qu'on articule, il faut qu'on déclenche la dynamique joviale, la dynamique joie. Mais c'est pas parce que tu le dis que ça marche. Et là, et à mon sens, et voilà, c'est pas parce que tu le dis, le seul concept, allez, régalez-vous, merci bien, ça va. Et je l'ai dit moi des milliers de fois, personne, la grande majorité s'emmerder, hein, c'est pas parce que tu le signales, tu vois, c'est pas parce que tu le signales que tout le monde le fait sur le terrain. C'est pas parce que le plaisir ne se déclenche pas par la raison, il se déclenche par des émotions de terrain, quoi. Et là, Hugo, il a quelque chose d'assez beau, je trouve, notamment
un jour de demi-finale, il dit il faut qu'on continue à être curieux, novateur. On n'a pas beaucoup de peur à Toulouse, mais probablement il faut qu'on aille vers des innovations, des choses que là on n'a pas l'habitude de faire. Il faut que ce soit dans la nouveauté que l'on trouve des ressources au plaisir. Je trouve ça intéressant à la veille d'une demi-finale parce que ça veut dire quand même qu'il est probable qu'aujourd'hui on aura un très bon match. Et attends, moi j'aurais bien aimé entendre Julien Thomas sur ce point parce qu'il en a joué une demi-finale en 2015, c'est pas si loin que ça. Et est-ce qu'on peut justement c'était pas une... Oui, c'est vrai. Et comment on peut faire pour trouver le plaisir malgré la pression et l'enjeu, Julien? Ah, mais quand on est à ce stade-là de la compétition, c'est que du plaisir. C'est un plaisir déjà. Il faut se dire que ce sport, il est tellement complexe qu'il faut le prendre avec comme un théâtre dramaturge. Comme vous disiez, c'est quelque chose qu'il faut ancrer. Et puis c'est surtout un grand plaisir de se retrouver sur des phases de finale. Et quand tu mets ça, mais en commun, ce plaisir d'être sur le terrain et sur des phases finales et sur en plus une cohésion de vestiaire, je ne vois pas qui peut t'arrêter. Je vois pas qui peut vous arrêter quand tu es une osmose comme quand tu arrives sur les phases finales et que tu as un vestiaire soudé. C'est ce qui nous est arrivé avec le Stade Français en 2015 et qu'on est champion alors qu'on se qualifie à la dernière journée dans le top 6. Personne ne nous attendait, mais finalement tu finis champion. Mais parce que il y avait il y avait rien qui pouvait nous arriver. Mais ça c'est une alchimie, c'est une confiance qui se met en place. C'est une volonté aussi de tous de rentrer dans la même bulle. Et ça c'est unique aux joueurs d'un vestiaire. Donc c'est des choses qu'on ne vit que comme ça dans le sport, parce que dans ce sport, tous les sports, mais notamment dans le rugby, je trouve que vraiment cette notion de plaisir, pour être performant, il faut aller la chercher. Et ça ne veut pas dire que... Et c'est là où l'ADN des Toulousains est très forte. C'est que Hugo Mola, dans l'interview, c'est que vraiment il parle pour la presse. Parce que sinon c'est l'ADN, les mecs qui savent vraiment qu'il faut tenter, qu'il faut provoquer, il y aura des fautes, et ça amène à la faute de tenter, sauf qu'ils le font, et pas petits bras, peut-être comme certains, mais pragmatiques. Et avec un prisme, c'est d'aller chercher un titre. Il n'y en a pas eu la saison dernière, c'était presque une anomalie, comme le disait Daniel. On écoute Antoine Dupont. On a tout fait cette saison pour se retrouver dans cette position aujourd'hui, et voilà, c'est une marche qu'il va falloir qu'on arrive à franchir demain soir. Quand on fait une saison comme on a fait cette année où on est premier toute la saison, évidemment qu'on a envie de ramener le titre à la fin, et même si on a eu la chance de connaître ça ces dernières années, on a encore tous en mémoire la saison dernière qui nous a laissé un goût amer, autant à nous qu'au staff, qu'aux supporters, qu'à l'encadrement. Donc je pense qu'on a tous envie dans ce club de ramener quelque chose cette année, mais avant de penser à ça, il y a déjà un match pour accéder à la finale. Et ce match, il aura lieu dans quelques minutes sur Sud Radio. Dans un instant, l'avant-match continue sur la radio du rugby, et on évoquera le Racing 92 avec Daniel Herrero et François Trio. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Anoeta se garnit. Sud Radio en direct du Pays Basque espagnol avec François Trio, Daniel Herrero, Julien Thomas. Toulouse face au Racing 92. On a évoqué il y a quelques instants les Hauts-Garonnais. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute l'émission depuis 19h30 dans quelques minutes. Et bien ce sera sur la chaîne YouTube Sud Radio. Vous êtes désormais plus de 800 000. La barre a été franchie aujourd'hui sur le réseau social YouTube, et on est très très heureux de vous compter parmi nous. Le Racing 92, invité, pas surprise, mais quand même qui s'est imposé face au Stade Français Paris, et qui va de toute façon avoir une fin de cycle en fin de saison. François Trio, il y a peut-être un moteur intéressant côté Racing Men, c'est de bien finir ensemble. Oui, et finalement ce Racing-là n'a pas beaucoup de pression, hein. 5e de la phase régulière, vainqueur face aux voisins du Stade Français à Paris, donc à l'extérieur 33-20. Les Racing-Men retrouvent l'Espagne, comme là où ils ont brillé en 2016, leur seul titre, hein, depuis leur retour dans l'élite. Autant dire que, on va dire, il y a plein de signaux qui peuvent paraître positifs pour cette équipe, tu le disais Alexandre, en fin de cycle. Pour cette équipe aussi qui va observer quasiment qu'un seul changement avec, dans le 15 de départ, le retour de Baptiste Chouzenou et Lauré qui va basculer sur le banc. Ce Racing-là, quand même, on sait qu'il a beaucoup de talent derrière, avec Ficou, avec Russell, mais devant, on peut être, non pas inquiet, mais on peut se dire, vu les souffrances qu'il y a eu en barrage, ça va être difficile aujourd'hui.
quand même le Racing sur l'ensemble de la saison, effectivement, il alterne le bon, le moyen. Il a des souffrances constantes et il a en même temps des satisfactions régulières, ce qui lui donne le niveau. Il n'arrive pas là par hasard, le Racing. Chaque année, quand on voit la composition du Racing, quand on voit l'effectif du Racing, on se dit cette année c'est pour eux. Ils ont tous les attributs, ils ont un collectif considérable, le Racing. Honnêtement, ils sont très équipés pour aller affronter les deux compétitions que sont le championnat français et le championnat européen. Et chaque année, ils sont candidats de fait. Il reste que cette année en championnat, ils ont alterné le moins bon, on dira, et le bon. Ils ont une faiblesse constante qui n'est pas que la puissance de leurs avants, parce qu'ils en ont rentré 2 ou 3 quand même et qui sont de sacrés clients. Mais on sait qu'au moins sur un secteur, celui de la mêlée fermée, sur l'ensemble de la saison, ils ne sont pas bons. Ce qui fait qu'ils ont souffert dans ce secteur-là, ce qui fait que tous les adversaires les attendent là, ce qui fait que tous les adversaires leur donnent des rendez-vous là-dessus, et ce qui fait qu'il se crée comme cela une petite crispation qui fait que si on mange encore en mêlée, le Racing ne sera peut-être pas au niveau où il faut qu'il le soit. On sait qu'il se prépare comme des avions, on sait que leur entraîneur, effectivement, qui va finir un cycle, Laurent Travers, c'est un ancien de la première ligne, c'est quelqu'un qui a une très haute considération du combat collectif et notamment de la mêlée fermée. Mais il voit bien qu'il n'a pas trouvé ni dans le talent des hommes, ni dans la robustesse historique, ni même sans doute, peut-être dans le travail que lui-même leur fait accomplir, il n'a pas trouvé la solution. Le Racing a ce point de fragilité. Mais Toulouse n'est quand même pas non plus une mêlée exceptionnelle. Elle est gaillarde. Elle est gaillarde. Mais c'est pas la mêlée de La Rochelle, par exemple. Tu vois, c'est peut-être cette mêlée-là qui, elle, honnêtement, effraie. Parce qu'elle est constamment victorieuse, la mêlée de La Rochelle. Tu vois, elle a l'ascendant tellement rivé au corps, tellement bâti sur le talent des hommes et leur force, qui fait que moi, le Racing, honnêtement, j'ai une interrogation, parce que je sais que derrière ça peut être très très bon, je sais que si ça se trouve quand même ça peut être très très brillant, mais derrière Toulouse est très brillant aussi, ce qui veut dire que probablement il va y avoir du volume de jeu et ce qui va donner sans aucun doute une consistance offensive au match. Alors, moi je m'apprête à vivre un match très enlevé, très enlevé. On sait aussi que le Racing il a une construction d'équipe qui fait quand même que tous sont capables d'aller au grand mouvement. Et je mettrai un petit point, parce que depuis un moment que ça est tarabusque d'être moyen en mêlée fermée ou faible, encore la semaine dernière contre le Stade Français, avec ce joueur qui s'appelle Veikoso Poloniati, seconde ligne d'origine samoane, il fait peur. Il a 4 matchs en équipe du Racing. Il est arrivé en milieu de saison. Honnêtement, c'est une très 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 grosse caisse, je dirais, vraiment, avec des énormes attributs physiques. Et je pense qu'il y a une énorme espérance. C'est un second de ligne, vous l'avez compris, il joue côté droit. C'est une énorme espérance dans le Racing pour que dans le secteur du jeu debout et notamment dans la mêlée fermée, le Racing ne soit pas trop en souffrance. Voilà, alors les équipes sont, Alexandre, rentrées à l'instant au vestiaire. L'échauffement est terminé. Il y a bien sûr beaucoup plus de supporters toulousains qui ont soutenu leur équipe quand elle est revenue au vestiaire. Et là, le protocole est en train de se mettre en place sur le terrain pour que la fête commence. La fête va commencer dans quelques instants. Oui, Daniel. Non, juste pour dire qu'effectivement, le stade est beau. Bon, nous, on aime bien que les stades soient beaux et on aime bien le dire quand c'est vrai, quoi. Mais là, le stade est beau. Ouais. Alors, le stade, il est beau, si t'es toulousain, parce que nous sommes au Pays Basque, nous sommes dans une terre très très sud, tu vois, une terre sans aucun doute qui a en même temps une capacité à accueillir, en l'occurrence, des Toulousains qui sont des cousins de l'autre côté de la frontière. Donc, vous ne pouvez pas ignorer qu'un jour, un de nos maîtres, à la fois en mots et en chant, qui était Nougaro, disait quand même il est probable que l'Espagne pousse un peu sa corne dans la terre toulousaine. Donc les Toulousains me semblent ici chez eux, et alors il y en a vraiment beaucoup. Le stade est plein. Il y a quelques collègues du Racing qui font pour l'instant semblant d'être tranquilles et que le match pourrait réveiller. Il y a une très très belle allure dans le stade, mais quand même très très toulousaine. Un stade rouge, tout rouge dans c'est la couleur de l'ennemi, le rouge, normalement à Noeta, même si ça reste un derby, on va dire, assez fraternel face à l'Athletic Bilbao. Les couleurs, normalement c'est bleu et blanc du côté de San Sebastián, même si aujourd'hui ils seront peu du Racing 92 pour soutenir les leurs. C'est plus compliqué pour les Franciliens que pour les Toulousains. Le coup d'envoi dans quelques instants sur Sud Radio avec cette rencontre, cette première demi
demi-finale du top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing.